On va enchaîner tout de suite avec la présentation PAM, avec donc Noël Vidal de RSQR SRA. On va pas faire clairement le webinaire PAM avant l'heure. Pour autant, on voulait profiter voilà, de cette journée régionale pour vous expliquer la démarche PAM et l'expérimentation et l'accompagnement qu'on a pu réaliser et qu'on continue de réaliser en région Hauts-de-France, donc en binôme Omedit et SRA. Et voilà, et on va essayer rapidement de vous expliquer le PAM, ce que c'est, ce qu'il implique et bah, tout le travail qui a été réalisé, que ce soit par notre binôme, mais également par les établissements accompagnés. Bonjour à tous et merci pour l'invitation de l'Omédite. Donc, effectivement, donc, je vais d'abord me présenter, Noël Vidal. Donc, je suis cadre de santé, chargée de mission paramédicale au niveau du réseau santé qualité risque. Et je suis présente aujourd'hui dans le cadre plutôt de la structure régionale d'appui, puisque c'est dans ce cadre de structure régionale d'appui qu'on porte la mission PAM. Voilà. Le PAM, on va reprendre d'abord les définitions. Le PAM, c'est quoi? C'est le patient en auto-administration de ses médicaments. C'est pourquoi, en fait, donner la possibilité à un patient volontaire de s'administrer lui-même toute ou partie de ses médicaments qui lui sont prescrits au cours de son hospitalisation. Cette prise en autonomie, il peut la faire seul ou accompagné, et toujours sous la décision médicale qui va être favorable à cette auto-administration médicamenteuse après une validation en équipe. Voilà, c'est un consentement d'équipe. Et puis, tout ça, bien sûr, tracé dans le dossier du patient. Alors, pour ce faire, bien sûr, l'HAS a publié un guide en 2022, en juillet 2022, et puis des outils. Donc, vous pouvez retrouver en fait sur la page de la HAS tous ces outils et ce guide qui aide vraiment à la mise en place du PAM. Vous avez également des petites versions vidéo de sensibilisation qui ont été mises en place par la SRA, pardon, l'Omédit Bretagne, je vais y arriver, merci, qui peuvent être des sensibilisations à destination des usagers ou à destination des professionnels que vous avez ici. Je sais pas si on veut. Quand tu veux me montrer, il faut que tu ailles sur cette écran. Voilà. Ici, en fait, voilà, des petites sensibilisations à disposition. Mais surtout, bien sûr, ce guide PAM, il n'est pas sans être suivi de la modification de l'arrêté concernant le management de la prise en charge médicamenteuse. Cet arrêté qui est publié en octobre 2022 et qui change l'arrêté du 6 avril 2011. Oui, 2011, dans lequel, en fait, on va permettre cette automédication du patient. Mais tout ceci aussi, pourquoi au départ? Pour remettre un petit peu en sécurité des pratiques qui se font déjà finalement au sein des établissements. Donc, c'était ça la recherche de l'HS, en fait, de pouvoir sécuriser des pratiques. Voilà, vous avez aussi sur la page HAS donc toute cette boîte à outils avec donc le guide en synthèse et puis des outils 1, outil 2 que nous aimons beaucoup avec Cynthia que nous proposons régulièrement, qui est une communication, enfin un outil qu'on peut donner au patient pour lui expliquer ce que c'est en fait prendre ses médicaments de façon autonome, ce que c'est le PAM en fait. Donc tout est dans le document et vraiment c'est assez simple, ça peut être pris par les établissements sans grande modification. En fait, l'outil est prêt. Ce qui a d'ailleurs été fait par pas mal de nos établissements, parce on a démarré l'accompagnement post-sollicitation après le premier webinaire régional qu'on avait fait en janvier. Et le document usager, prendre ses médicaments de façon autonome, il est arrivé en mars, on était en plein début d'accompagnement. Donc et en fait, il est passé même un peu inaperçu, il n'y a pas une grosse communication autour de ce doc. Donc, résultat, on l'a très vite proposé et pas mal des établissements accompagnés l'ont adapté en remettant leur logo ou en précisant le type en fait, de consentement qui allait avoir lieu, en adaptant en fait, leur formulaire de recueil de consentement de patients, d'information patient ou même leur livret d'accueil en fait.
Alors, le PAM, hein, on va reprendre ces 3 niveaux, hein, 3 niveaux du PAM. Le niveau 0, le patient est hors PAM, c'est vraiment le patient qui est dépendant. Il a besoin de l'infirmière pour qu'elle lui distribue ses médicaments et que lui, voilà, elle dispense les médicaments et il prend les médicaments avec l'infirmière. Ensuite, nous avons le niveau 2, où le patient participe au PAM avec un accompagnement. En fait, on est plutôt là dans le renforcement des compétences du patient, une éducation du patient à peut-être des nouveaux traitements ou des traitements qu'il a déjà, mais pour lesquels il n'est des fois pas encore très au point sur les surveillances qu'il y a à mettre en place ou la prise régulière de certains médicaments. Donc là, le patient vraiment participe au PAM pour toute ou partie de ses médicaments. Il bénéficie d'un accompagnement en vue de renforcer ses compétences, c'est ce que je disais. Le patient, il peut préparer et s'auto-administrer les doses sous la supervision d'une infirmière. Et puis, c'est l'infirmière qui va enregistrer la prise en fait, de ces médicaments. Et puis, le troisième niveau du PAM, c'est le niveau 2, où là, le patient est complètement autonome. Il va prendre seul ses médicaments. Et puis, l'idée, c'est vraiment de maintenir ses compétences en vue du retour à domicile, hein, de ce patient pour qu'il sache vraiment gérer son traitement. Donc, le patient, pour ces patients qui arrivent en niveau 2, hein, l'objectif, c'est de passer du niveau 1 vers le niveau 2 pour les patients hospitalisés. Et dans ce cadre, les patients vont préparer leur pilulier et prendre leurs médicaments, assurer l'enregistrement de la prise de ces médicaments. L'infirmière, elle, derrière, s'assurera de la prise des médicaments en contrôlant les piluliers, si vraiment le pilulier est vide ou s'il resterait des médicaments. Et dans ce cas-là, voir avec le patient pourquoi il reste des médicaments dans le pilulier. Donc, partant de ces prérequis-là, on vous a remis la chronologie, bon, modifiée, hein, parce que bien sûr, maintenant, on est en décembre, donc par rapport à la chronologie que certains d'entre vous connaissent, elle a évolué. Donc, on a présenté le PAM en région de France, on a sollicité nos établissements et nos équipes, on a formalisé l'engagement auprès d'eux, parce que c'était une demande d'accompagnement HAS, hein, qui est portée par un accompagnement national. On a sélectionné en région un nombre limité d'expérimentateurs. Et ensuite, entre mars et juin, on a commencé l'accompagnement. Juin, réalisation de l'état des lieux, c'était le but, validation des premiers plans d'action pour arriver à l'été au déploiement, au suivi des actions qui avaient été choisies et personnalisées. Novembre-décembre, des premiers débriefings, des premiers partages d'expériences entre établissements accompagnés pour aller vers une restitution régionale, donc on prévoira en janvier 2024, et une restitution HAS de nos établissements accompagnés de toutes les régions en mars 2024. Donc, juste pour repréciser, hein, le premier webinaire avait déjà fait l'objet en fait d'une foire à questions complémentaire qu'on avait remontée de ce fait à la HAS et validée avec eux. Et elle est d'ailleurs toujours disponible sur nos deux sites dans la section PAM dédiée. Donc, par rapport à cet appel à la candidature, on a accompagné 7 établissements en région, 3 MCO maternité et 4 ESSR, dont le CHU d'Amiens, le CH d'Arras, le CH de Calais, le CRF Saint-Lazare, le CH Labassé, le CH de Ham, qui lui avait l'avantage d'avoir déjà développé en fait le PAM, mais sur sa part HAD, et là qui voulait la développer sur sa part SSR, et le CRPCV Léopold Bellan, qui lui a une activité beaucoup plus de cardio, de réadaptation cardio. On a pour ce faire pas mal travaillé. On a créé de ce fait une grille d'état des lieux dédiée au PAM, parce que comme vous l'avez vu, il y a plein de documents qui sont émis en fait d'un groupe de travail national, mais de ce fait avec des documents qui pouvaient être disparates et où on ne s'y retrouvait pas forcément toujours clairement. Donc nous, on a rétabli une grille d'état des lieux qui servira peut-être un jour à un audit croisé PAM quand ça sera déployé. En tout cas, on a cet objectif-là. On a recréé une liste des prérequis à chaque étape de l'intégration PAM. Et on a créé également un support d'aide dont vous voyez quelques diapos aujourd'hui, qui allait permettre en fait aux établissements, nous, de leur présenter ce qu'était le projet et la démarche, mais également qui allait leur permettre également de communiquer en interne et déployer en interne auprès de leurs équipes. On a réalisé des réunions visio réunions individualisées en établissement, on a fait des visites sur site, on a rencontré les équipes projets et on a refait des points étapes à la rentrée, en septembre, en octobre, avec plus de la moitié d'entre eux. Ensuite, on a fait des mises en commun avec des partages d'expériences entre établissements accompagnés et on a réalisé également des points d'étape avec notre référente HAS.
Au national, ce que ça donne, ben voilà, c'est 8 régions qui se sont engagées dans la démarche PAM, donc avec 8 OMEDIT et 6 SRA, 28 établissements. Donc, si vous avez bien compris, hein, on est la plus grosse région à avoir accompagné. Donc, on représente pas moins du quart des établissements au national qui ont été accompagnés sur cette démarche. Et ça nous a permis, en fait, avec nos établissements, de réaliser leur état des lieux personnalisé aux différentes étapes et de prioriser ces actions. Donc, les différentes étapes, hein, vous les connaissez déjà plus ou moins, hein, c'est en général toujours les mêmes au niveau de la prise en charge médicamenteuse. Bien sûr, donc on a fait la première étape de voir un petit peu où en étaient les établissements sur l'évaluation de l'autonomie des patients et comment ils allaient mettre en place, hein, si ça n'existait pas, l'autonomisation enfin, l'évaluation de l'autonomie des patients avec cette concertation d'équipe. Hein, c'est vraiment l'enjeu du PAM, une concertation d'équipe. Et puis, l'inclusion du patient. Quel patient on va inclure ou pas inclure en fonction des risques patients, risques médicaments. On a évalué également sur la partie prescription, avec, comme je vous le disais aussi, le risque médicament et beaucoup la question du médicament à risque. Est-ce qu'on l'inclut ou est-ce qu'on ne l'inclut pas, avec notamment cette idée de la certification, où des fois ça peut être un peu compliqué de savoir ce qu'on va faire avec les médicaments à risque. La partie dispensation, toujours aussi un petit peu dans ce même thème du médicament à risque. Hein. Est-ce qu'on va laisser au patient son médicament à risque? Et enfin voilà, donc il y a aussi certains établissements qui n'utilisaient pas forcément de pilulier, donc la mise en place de piluliers, la sécurisation en chambre, enfin voilà, tout plein de choses quand même à avoir au niveau de la dispensation. L'administration en elle-même avec les étapes de préparation, les étapes de distribution et de stockage du médicament en chambre, hein, de nouveau. Et puis, une autre étape, donc l'administration, on l'avait divisée en deux parce que c'est quand même une grosse partie de la prise en charge médicamenteuse et en tout cas du PAM pour le patient. La partie traçabilité, en fait, comment ça se passe une fois qu'on a administré au patient, parce que qu'est-ce qu'on trace finalement? Il faut tracer la remise du traitement au patient et la prise du traitement par le patient. Avec, on verra après, mais ces problématiques aussi qui sont générées derrière. Et puis aussi, forcément, en tête, on a le ressenti des équipes, hein, qu'on voulait aussi évaluer, voir où ils en sont. Est-ce qu'ils sont prêts ou pas prêts? S'ils ne sont pas prêts, c'est compliqué de se lancer dans la démarche, parce que c'est quand même une organisation qui est à revoir, hein, qui peut être à revoir même parfois en profondeur. Et puis aussi, hein, on travaille, enfin, on fait tout ça pour le patient, mais qu'est-ce qu'il en pense, lui, le patient? Il ne faut pas non plus venir les mettre en difficulté. Voilà, donc c'est important d'avoir ce ressenti patient. La démarche, elle s'est faite, donc, comme on disait, pas à pas, avec ce graphique qui avait été présenté par l'HAS, hein, d'avoir ce côté à garder, qu'est-ce qui fonctionne et qu'on va continuer à mettre en place, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, voilà, dans ce qu'on fait habituellement, est-ce que finalement c'est bien ou pas bien et comment on va l'améliorer, les choses complètement à stopper, par exemple les médicaments laissés, déblistérés au chevet du patient, et puis qu'est-ce qu'il faut qu'on commence dans la mise en place de ce PAM. Sur la partie évaluation de l'autonomie, donc bien sûr, c'était quel patient, comment, à quel moment, quelle fréquence on va laisser les traitements à patient. En fait, ce qui est ressorti, hein, sans rentrer trop dans les détails, parce que comme on vous disait, il y aura un webinaire en janvier, ce qui est à garder, c'est vraiment au niveau maternité, ce qui est ressorti, c'est on garde la traçabilité de l'autonomie de la prise en charge, de l'autonomie de la patiente à chaque poste. Et au niveau des SSR, pareil, hein, une évaluation pluriprofessionnelle, c'est quelque chose qui se fait déjà très facilement en SSR et qui est donc à garder et à poursuivre. Sur la partie prescription, il fallait qu'on revoie déjà le système d'information, donc faisabilité de prescription de l'ensemble des traitements dans l'ESI, comment on allait gérer les modifications de traitement, comment on allait gérer les mises à jour de prescription, parce que bien entendu, là, ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut, on veut tous les médicaments prescrits pendant le séjour à l'hôpital. Donc les médicaments du traitement habituel du patient qui sont maintenus, mais également les médicaments qui vont être liés à l'hospitalisation. Avec une difficulté supplémentaire, c'est celle d'avoir des corps de métier qui peuvent être habilités à prescrire, notamment sur les établissements accompagnés MCO, donc avec des médecins spécialistes qui interviennent, des sages-femmes qui peuvent prescrire, des IPA qui peuvent prescrire. Et donc, difficulté dans le sens, beaucoup d'intervenants, comment on va recueillir ces traitements personnels. Donc, on vous a laissé la slide sur le côté à améliorer. Améliorer tout de suite, on a vu, hein, sur la part MCO le recueil des traitements, l'intégralité des traitements, intégrer ce traitement personnel dans la prescription et comment on va gérer les médecins spécialistes.
Sur la partie dispensation, dans tout ce qui est analyse de prescription, type de délivrance, type de organisation en place, est-ce qu'on était en global, est-ce qu'on était en nominative, le but là était d'identifier le patient, de choisir les médicaments PAM et quelles allaient être les modalités de préparation des médicaments. Parce que le point de vigilance, bien sûr, c'était l'identification des médicaments jusqu'à leur prise avec la problématique qu'on allait stocker en chambre, les traitements. Donc, à conserver, effectivement, on a vu globalement sur l'ensemble de nos établissements que les piluliers, ou en tout cas les traitements, étaient préparés avec la prescription actualisée, informatisée. Et pour une bonne part d'entre eux, il y avait une dispensation, donc une jean qui se faisait. Alors, soit c'était directement fait par la PUI, soit c'était en fait une dispensation par l'infirmière en pilule individuelle par 12 ou 24 heures. Par contre, à commencer, on a repéré en fait des choses qui étaient liées aux problèmes de circuit de manière générale, qui ne sont pas spécifiques au PAM, mais c'est ce qui est remonté en fait dans nos diagnostics. On s'est retrouvé avec des identifications de formes non unitaires pour la dispensation, et puis des choses très pratico-pratiques, à savoir, il va nous falloir acheter des piluliers complémentaires, parce que si on les laisse aux patients, comment on fait pour s'organiser pour le reste des préparations. Sur la partie administration, Sur la partie administration, donc, on était d'abord sur l'étape préparation. Voilà, comment ça va être fait. Alors, ce qui était à commencer, c'est la remise du plan de traitement au patient, parce que dans le guide, il est bien mentionné qu'un plan de traitement doit être remis au patient. Donc ça, c'est à commencer pour tous les établissements qu'on a pu accompagner. La sécurisation du traitement en chambre, bien sûr, et la mise en place du pilulier sur 24 heures, parce que je vous disais que certains établissements n'avaient pas de pilulier. Voilà. Donc là, on ne peut pas se permettre de laisser sur l'adaptable ou dans le tiroir des médicaments sans les mettre dans un contenant. À stopper la déglistération qui se faisait sur certains services à l'avance pour les traitements sous forme non unitaire, et puis les piluliers qui restaient sur l'adaptable, faute d'espace de rangement dans certains établissements. Parce qu'il faut savoir que pour le PAM, pour pas mal d'établissements, on sait qu'il y a déjà du PAM. Alors on prenait l'exemple de PAM déguisé, mais effectivement, il y a déjà beaucoup de PAM déguisé et le but était vraiment de revenir à ce qui est désormais normé par le guide. Alors, la partie administration, étape de traçabilité, on l'a volonté écartée. On n'avait pas le choix parce que se pose toute la modification SI à mettre en route parce que, un, il va falloir, qu'est-ce qu'on va vouloir tracer en termes d'administration? On va vouloir tracer la remise du traitement, on va vouloir tracer le contrôle des prises par le patient, on va donc devoir tracer également obligatoirement l'administration et la non-administration. Et alors là se pose toute la problématique de comment je vais tracer mon évaluation de cette prise, comment je vais tracer a posteriori si j'ai déjà utilisé mon onglet administration pour tracer ma remise, et comment je vais m'assurer du respect par mon patient de mes heures de prise. Est-ce qu'il va falloir que j'aille a posteriori aller recocher chacune de mes lignes dans mon plan de prise? Parce que comme l'a dit Noël, effectivement, un patient de niveau 2, obligatoirement, on doit lui remettre un plan de prise. Obligatoirement, en fait, on doit venir en fait tracer ses prises parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore donné l'accès au patient d'aller cocher informatiquement ses propres prises dans un DPI. Et le gros souci qu'on a rencontré partout, c'est le stockage sécurisé dans la chambre. En fait, on n'a pas de casier. Quand on avait des coffres, c'était difficilement accessible. Quand on en avait, est-ce qu'on peut toucher aux adaptables? Est-ce qu'on peut sécuriser des tiroirs? Comment je vais faire pour des femmes qui viennent d'accoucher? Si si le coffre est trop éloigné, elles ont une césarienne, elles ne peuvent pas se lever. Comment je fais? Elles sont tout à fait en capacité de prendre leur propre traitement, mais comment on fait pratico-pratique? Et puis, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas laisser de traitement, un, en champ, mais deux, pas de laisser de traitement à porter, entre autres, des enfants. Donc, vous me comprenez, c'est vraiment tout un accompagnement, en fait, du patient à réaliser et qui est très chronophage pour les équipes. Donc, en ressenti patient, pareil, sans aller trop dans le détail, on a réussi à recueillir du ressenti de patient sur 2 établissements. Les établissements vous en parleront avec, voilà, quelles interactions ça a eu. Alors, il y a eu du positif comme du négatif. Et alors, le ressenti équipe, on l'a écarté, on en parlera lors du webinaire parce que globalement, on a vraiment eu des équipes extrêmement volontaires, extrêmement motivées malgré les difficultés. Et on va vous faire très rapidement quelques premiers retours.
de manière très, très light. Donc, comme je vous le disais, à fin juin, fin juin, début juillet, on avait grosso modo l'état des lieux général des établissements accompagnés. On a fait, nous, nos premiers retours HAS et on a fait part de nos premiers enseignements. Derrière, on a repris des rendez-vous visio avec 5 de nos établissements. Les autres, on savait que ça, ben, voilà, ils savaient où ils allaient et puis ils étaient déjà un peu plus avancés. Et on a commencé à débriefer avec eux. Donc, on a réalisé 2 webinaires avec les maternités, premier en 17 octobre et un deuxième webinaire inter-établissement le 17 novembre. Donc, il y a un webinaire régional qui vous reprécisera tout ça. Et les actions à mener qu'on avait pu retourner, bon, c'est globalement, voilà, mais ces 2 diapos-là, vous les formalisez. En termes de sécurisation de la dispensation, il fallait trouver une solution pour identifier les formes non unitaires jusqu'au lit des patients, ou alors il fallait les exclure. On s'est retrouvé à devoir les exclure parce qu'en fait, pour un établissement, parce qu'il n'y avait pas de référencement de conditionnement unitaire hospitalier, délivré à la plaquette, sauf que quand on délivre une plaquette de 15 antihypertenseurs, qu'on est là que pour 3 jours, c'est un peu bête. Mais inversement, on s'est retrouvé également avec des problèmes de surétiquetage qui empêchaient pour le coup la déblisteration, d'où des déblistérations à l'avance. Donc vous voyez, ce n'est pas tout des problématiques PAM, c'est vraiment des problématiques PECM sur lesquelles on s'est heurté. Sécuriser le traitement en chambre en juillet, c'était le cas pour tout le monde. Et les établissements avaient vraiment hâte d'échanger avec. On a eu droit vraiment à des jeux de comment vous faites, ben, vraiment des trucs hyper cas pratiques. Et bon, voilà. D'ici janvier, vous verrez, certains d'entre eux ont réussi à trouver. Et puis aussi pour information, nos établissements accompagnés, plus de la moitié d'entre eux passaient leur certif. Donc il y avait une grosse crainte aussi rapport à cet accompagnement et rapport à l'interprétation que les experts vis-à-vis de la certification et de cette sécurisation des traitements, comment ça allait être interprété. Donc sur la partie des pays, bah voilà, on se retrouve avec plein d'autres soucis. C'est comment j'identifie mes patients, comment j'identifie mes lignes. Avant de faire un formulaire d'évaluation, je vais le tester papier avant de l'intégrer, parce que tant qu'à faire, je veux que l'ensemble de mes critères soit nickel avant de passer sur un formulaire, comme le DPI me le permet. Comment je paramètre ma partie questionnaire avec ma traçabilité de l'autonomie? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est tracer l'autonomie à un temps donné, mais il faut pouvoir la réévaluer dans le temps. Et puis, quel est ce niveau? Est-ce que je le mets en niveau 1, en niveau 2? Est-ce qu'il redescend? Est-ce qu'il remonte? Est-ce que ça va très très bien? Et là, en fait, je suis même peut-être proche de la sortie, je vais pouvoir lui laisser la préparation de son pilulier. Voilà, c'est tout ça qu'il fallait qu'on voit. Mais les 2 gros plus problèmes auxquels on s'est heurté, c'est les modalités de traçabilité dans le DPI. Parce qu'en fait, la plupart des établissements, soit ils tracent que la prise, soit ils tracent que l'administration effective. Et ensuite, comment on paramètre un DPI pour qu'il puisse émettre un plan de traitement qui soit le plus actualisé possible, avec toutes les modifications de traitement que peut prendre une prescription dans un établissement de santé. On a également, de ce fait, voilà, par le biais de la grille d'audit qu'on a réalisée, on a créé en fait une grille d'information patient, mais le souci, c'est qu'il faut également intégrer cette information sur les services concernés. Donc, les maternités, de fait, faisaient déjà en fait du PAM, mais on ne traçait pas forcément le consentement à le réaliser. Donc, il a fallu l'inclure. Et puis ensuite, par rapport à ça, on a des patients qui sont tout à fait en accord, mais d'autres un peu moins. Ils se disent, on est censé être à l'hôpital, voilà, on voit pas pourquoi en fait on nous confie cette tâche-là. Et enfin, de manière générale, au niveau de la pratique, il a fallu aussi avoir une démarche en fait qui soit institutionnelle. Donc, il fallait créer un livret PAM pour les établissements, finaliser un protocole PAM sur le service test avant de pouvoir le diffuser au reste de l'équipe et de le faire valider à l'ensemble de l'institution et notamment également à la commission des usagers. Voilà, donc voilà, pour les premiers enseignements qui sont ressortis au niveau du ressenti des équipes, c'était vraiment cette inquiétude, comme Cynthia vient de le dire, l'inquiétude des professionnels par rapport à la traçabilité, comment on fait, qu'est-ce qu'on trace, comment diffuser l'information auprès de tous les professionnels, dont les équipes de nuit, que tout le monde sache bien dans l'équipe que le patient est un patient PAM et que du coup, il y a certaines surveillances à mettre en place.
Et puis les attentes de certains experts visiteurs, hein, voilà, comme Cynthia le disait juste avant, est-ce que les experts visiteurs vont être prêts à avoir des médicaments à risque à disposition des patients? Voilà, c'est vraiment le médicament à risque qui revenait le plus souvent. Et puis au niveau de la prise en charge médicamenteuse, eh ben voilà, c'est cette histoire de logiciel. Hein, comment on va, est-ce que les systèmes d'information vont évoluer? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, finalement, c'est plus la technique qui va bloquer le PAM L'humain. que l'humain, voilà. Les substitutions, comment ça va marcher par rapport aux substitutions, comment on peut les visualiser un peu mieux. L'édition du plan de prise. Voilà, il faut éditer un plan de prise tous les jours, pas tous les jours. Dès que ça change, comment on fait, comment le patient va tracer. Et puis, c'est remettre du papier quand on essaye finalement d'être au développement durable. Donc, voilà, pas forcément évident. Et puis, dans le contexte HAD, hein, comment on fait au niveau de la traçabilité, du temps, la durée de remise du traitement au patient. Ah, voilà, plein de problématiques qui se soulèvent. Donc, les idées qui ressortent, les suggestions qui ressortent un petit peu plus, ben, au niveau de la sélection du patient, ça c'est quelque chose qui est finalement assez vite à faire. Hein. Je pensais on aurait un peu plus de difficultés, mais finalement, très vite, les équipes ont su se mettre d'accord sur comment on sélectionne le patient. L'évaluation initiale du patient dans la macro-cible d'entrée de l'IDE pour qu'on voit rapidement que le patient est en PAM et à quel niveau. L'utilisation de mon espace santé, réévaluer les patients en staff pour justement avoir toujours cette continuité d'évaluation du patient. Et puis, afficher plus clairement dans le support de l'HAS qu'est-ce qui est vraiment obligatoire à mettre en place. Parce que c'est vrai que le guide HAS, c'est plein de documents. Au début, ça fait peur. On se dit, mais ça va être une usine à gaz. Mais en fait, non. Il y a vraiment des documents sur lesquels on ne peut pas passer et qui sont importants. D'autres qui sont des outils que vous pouvez adapter ou pas du tout utiliser. Mais voilà, des fois, on est un petit peu perdu dans tous les documents. Et c'est vrai que voilà, ça aide un petit peu, ça aidera un petit peu de voir ce qui est vraiment obligatoire dans ce PAM. Les interrogations, ben, faut-il tracer la remise du traitement ou l'administration, la prise du traitement par le patient lui-même? Les hôpitaux de jour qui sont à exclure, bah oui, c'est ce qui semble quand même le plus facile aujourd'hui, hein, parce que en tout cas en hôpital de jour de chirurgie, où les patients viennent et repartent, on ne les revoit plus normalement. Voilà, voilà, s'ils viennent pour l'extraction dentaire, c'est un peu compliqué de mettre en place un PAM. Le quid des formes buvables, ben, on ouvre le flacon, on laisse à disposition du patient, mais finalement, bah, s'il boit tout d'un seul coup, voilà, c'est pas forcément non plus facile à gérer. La gestion des prescriptions conditionnelles, est-ce qu'on laisse au patient ou pas? Voilà, c'est une question aussi qui peut ressortir. Les médicaments à risque, est-ce qu'on les met au PAM ou est-ce qu'on ne les met pas au PAM? Voilà. Et puis, le niveau 1, en systématique pour les patients, quand il y a des substitutions, voilà, est-ce que finalement, il ne faut pas les laisser d'emblée en niveau 1? Enfin, voilà, plein d'interrogations qui ressortent assez régulièrement. Et donc le débriefing en établissement avec nos retours d'expérience. Donc clairement, on ne va pas aborder aujourd'hui les retours d'expérience. Hein. Nous préférons vous mettre en appétit pour le webinaire de janvier. Globalement, voilà, on y verra l'expression des établissements accompagnés, ce qui a été, ce qui n'a pas été, l'appréciation des patients, de l'équipe, des équipes projet, et puis quels sont les leviers et quels sont les freins qu'ils ont pu mettre en place dans leur déploiement. On espère en plus bénéficier du retour d'expérience de deux établissements qui viennent de passer là, leur certif, pas plus tard qu'il y a 15 jours et 3 semaines. Parce qu'il y a même un de nos établissements qui va très très loin dans le PAM, c'est-à-dire que lui, il va même sur un PAM de niveau 2 plus avec de l'éducation, de l'atelier en fait, d'éducation au PAM avant un départ, une sortie à domicile. Donc, on vous a mis ici les outils sur nos deux pages. En interrégion, je vous ai remis en fait les outils du réseau Médic parce qu'effectivement, en plus, cette année, on en a parlé tout à l'heure, mais la SSP 2023, il y avait quand même un focus sur la sécurisation de l'administration des patients. Et comme on disait au tout départ de cette grande journée régionale, bah, on s'est tous organisés pour essayer de positionner les outils les plus pertinents. Donc, on vous a remis en fait le lien vers la page outils et dans la section SSP 2023 Réseau Médit de, de notre site. Et donc, je vous ai remis ici le lien pour que vous puissiez récupérer déjà les documents à venir.
Et puis donc dans les dates à retenir, le webinaire régional qu'on animera, on l'espère, seconde quinzaine de janvier. Normalement, d'ici fin de semaine, on devrait avoir une des deux dates arrêtées. Le but étant d'avoir le max de nos établissements accompagnés qui pourront voilà, échanger avec vous et la future restitution régionale de l'ED3E qu'on a partagée un petit peu plus tôt, qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. On vous remercie et on vous a laissé en fait voilà, nos coordonnées et on communiquera très rapidement sur nos sites respectifs sur la date de restitution globale du PAM en région et puis ensuite en mars sur celle nationale. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, ça a été une journée très dense. Donc, on a fort débordé, on s'en excuse, mais on avait tellement de choses à vous dire aujourd'hui que voilà, on a débordé. On a été silencieux pendant 3-4 ans hein, avec finalement le Covid, etc. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est lâché et donc on s'en excuse, mais on fera mieux l'année prochaine parce qu'on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les autres sujets très animés qu'on pourra vous présenter. En tout cas, merci pour ceux qui ont pu rester jusque la fin ou qui se seront connectés par rapport aux thématiques. C'est un peu ça aussi l'idée. Et puis, bonne journée, bon après-midi à vous et à très bientôt. Un grand merci à vous tous et merci à nos intervenants.